Professeur Awa-Marie Kolsek, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au panel intitulé Sciences et recherche, moteur de souveraineté sanitaire. Je suis Dr Raymond Goudou Kofi et j'ai l'honneur de modérer ce panel. Je voudrais commencer par vous dire que l'Afrique fait face à de grands défis sanitaires. Depuis le 27, on en parle. Il s'agit des épidémies récurrentes, la dépendance aux importations de médicaments et technologies, les inégalités d'accès aux soins. Ces fragilités montrent la nécessité d'une souveraineté sanitaire, c'est-à-dire la capacité de notre continent à garantir la santé de ses populations avec ses propres ressources, compétences et institutions. Quel est donc le rôle de la recherche et de la science? La souveraineté sanitaire repose sur la connaissance, l'innovation et la recherche locale. C'est par la science qu'on peut développer des solutions adaptées à nos réalités africaines, renforcer les systèmes de santé et réduire la dépendance extérieure. Je veux parler des chercheurs, des ingénieurs et scientifiques africains qui sont donc de véritables moteurs de cette souveraineté. Et j'ai donc le grand plaisir de vous présenter mon frère, ami et complice de tout temps, le professeur Nicolas Méda à ma gauche, ancien ministre de la Santé du Burkina. Nous avons fait notre mandat, en tout cas la santé ensemble. Il est également enseignant-chercheur. Et nous allons partager avec vous la place des femmes dans la science et la recherche. Mais quel est donc l'objectif de ce panel? En un mot, il s'agira de mettre en lumière la contribution des femmes dans la science et la santé publique, mais identifier également les freins à leur pleine participation. Pour ceux et celles qui ont participé à la cérémonie d'ouverture, vous avez vu avec quel volontarisme Madame la Première Dame a lancé cet appel aux femmes en leur demandant vraiment de s'engager. Alors donc nous allons permettre à nos panélistes qui auront 2 questions, 5 minutes chaque question. Vous savez qu'on a pris un peu de retard, donc c'est à nous donc d'être concis, précis. Cela nous permettra, bien entendu, après cela, de passer la parole à nos invités spéciaux. Je vais seulement demander aux organisateurs de nous préciser effectivement la présence, de nous confirmer la présence de ces invités spéciaux. Et après l'intervention des invités spéciaux, si nous avons une panéliste, je pense, ou un panéliste en virtuel, on verra si on peut la voir. Et après cela, nous allons, si nous avons le temps et si nous avons bien géré ce temps, nous allons donc passer la parole à l'assistance parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à partager. Mais comme je dis, si nous restons concis et précis, à ce moment-là, on pourra se faire plaisir. Et comme nous sommes des femmes scientifiques, déterminées, engagées, je pense que nous allons pouvoir boucler tout ça. Alors, je vais commencer par vous présenter les panélistes, mais nous allons essayer de faire court. Je vais donc demander l'indulgence des panélistes pour que la présentation que je vais faire soit la plus brève possible. Nous allons commencer pour des questions d'agenda par le docteur Gambinji Jitaï. Je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé. Il est directeur de l'AMREF. Et je vais donc lui poser, il me permettre que de le dire que ça. Parce que si je dois tout lire, vous comprendrez que la qualité de la personne m'oblige à me contenter de l'AMREF, parce qu'alors là, c'est un homme extraordinaire
qui a beaucoup fait et beaucoup apporté et qui continue d'apporter énormément à la science. Alors, je vais lui poser une question. La première, comment valoriser la contribution des femmes communautaires, souvent invisibles, mais essentielles, dans les politiques publiques de santé et d'innovation? Je vous passe donc la parole, docteur. Vous avez 5 minutes pour nous édifier sur cette question. Thank you. Thank you very, very much. And yes, my name is Githinji Gitahi Amref from Kenya. I want to pick up very quickly because 5 minutes is not a long time. We can talk about women all day, actually all week, and the value of them being the socio-economic pillars for our continent. But I just want to start by one statement saying that, and this is a controversial statement, knowing how the GDP of Africa is, or the economic ability of Africa and its population, I like to make the controversial statement that Africa cannot afford health care, but Africa can afford health. Therefore, speaking about the value of prevention and health production, not health consumption, not healthcare consumption. And in that model of building health and producing health, not just consuming health care, then if our minerals are the most underutilized resources in the continent, whatever is underground, community women are actually the most underutilized resource for health production. If I take my mother lived, she's 90 years old now, she's going to be 90 in December. She had her first child in 1954 as a typical rural woman who had not been to school, had her first child in a post-colonial concentration camp with no land, very little land, less than 1 acre. But over the 60s and 70s, up to 70, 54 to 70, she got 8 children. And all 8 are alive until she lost her firstborn son yesterday. And she lost her firstborn son yesterday. Tous ces enfants. You hear me? Qu'est-ce que tu parles? Okay, sorry. So I'll remove this that doesn't. Yeah, so she lost her firstborn son yesterday. That's my brother who passed on yesterday from a non-communicable disease. My mother brought up 8 children in the 60s and 70s without a single mortality. Why? Because she made the right decisions at home on hygiene, on food, and therefore her children survived in a period where health investments, total health expenditure in my country between the 60s and 70s was only $3 per capita. With adjusted inflation today, that would be $20 per capita. My country's expenditure right now is about 43. I'm talking about, it's about 100 if you add everything together without a pocket, but government is producing about 43. Meaning that she survived with all her children to being 90 today when there was actually no money. Meaning that health production is an important part of our conversation. And community women are at the center of health production. That's the first thing I want to say. Now, the next thing I want to say is that if you look at that context, the reason women are the critical arm is because women make 80% of all decisions in the household, whether men like it or not. It's the women who make decisions on hygiene at home. It's the women who make decisions on how they feed their children. And it is the women who actually must say this across not only human, but also in other mammals and other beings or species, is the women who have the biggest interest in the survival of their offspring. That is natural. That's biological. So when they make 80% of the decision at home, they will make those decisions for the best interest of their offspring, food, hygiene, and care-seeking. In one study that was done in one county in Kenya, that's about 1 million people, where vaccination rates were significantly low, about 62%, training 3,000 community health workers, who are 95% women, who then decided to do kitchen-level dialogues and community-level dialogues with women, turning patriarchy
on its head and actually introducing vaccination as a children's inheritance, not just as a medical issue. Changed vaccination from 62% to 87%. By making sure that vaccination was seen as an inheritance for children, and therefore building on science, because there was science that vaccination was safe and was preventative for the children, and using their trust in the communities, improved vaccine uptake by that percentage. In Tanzania, about 2023, where the Marburg outbreak broke out in March 23, it was a young woman, 21 years old, Shumbushisho, in Kagera, having been given through scientific evidence that event-based disease surveillance on a digital phone through WhatsApp and also text was useful in reporting events around her village and reported the Marburg outbreak. It is that woman, because of turning her knowledge into action in her village, that saved the world from the Marburg outbreak in Tanzania. Why? Because she was trusted and she received information from others. Therefore, the point I'm trying to make here, that science, which is important, and research, needs to be translated so that community women own it as their story, and when they own it as their story, they turn that story into action. And this is really why community women must be at the center of generating science, but also translating science into action in their community, because they are at the center of health production and they are the center of a healthy, sovereign continent. Thank you. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour la précision. Et je voudrais au passage saluer votre maman. Voilà, vous lui ferez un coucou de notre part. 90 ans, c'est un bel âge. Et puisque vous devez prendre votre avion, je voudrais que vous puissiez en même temps répondre à la deuxième question, juste 3 minutes. En tant qu'institution régionale africaine, quelles sont les solutions que vous recommandez donc pour valoriser les femmes à persévérer dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition et de la protection sociale? Vous l'avez légèrement abordé, c'est pour ça que je pense que 3 minutes devraient largement suffire pour justement donner quelques précisions complémentaires. Vous avez la parole, docteur. Yeah. Thank you very much. And I think in the morning plenary was very clear on this issue of investing on women, not only for driving feminist agenda, which is important. I'm a feminist myself, but most importantly as a socio-economic investment. It is not an advocacy agenda. It's actually a socio-economic development agenda. And I think it was beautifully said in the morning that you must start with putting women at the center of policymaking. That's because they have the lived experiences, but not only as having lived experiences, but agents of change. In our own strategy as Amref Health Africa, we have placed women and young girls at the center of our strategy as not as recipients, but as the agents of change. Because when you, and that, the only way to do this is, number one, that we have to be very firm on girl education. We have to be extremely firm on girl education everywhere. And for us to achieve that girl education, we must recognize that we have to remove the barriers that actually come in the way of girl education. But we can't do so by purely being patronizing to the girls. We have to hand over our power as associations, as organizations, as government, to those girls so that they actually make the change they want by handing over our power. And handing over our power means giving them the tools and the resources and financing their action irrespective of their age, to say they really know what they need to do, and it is not us to facilitate that, it is us to enable, and that's how we hand over our power. And power can be seen in money, in knowledge, in policy making. We hand over our power so that those who are the center of change are the ones who are driving the change. I think for me, that would be the most important policy contribution to make, that we must hand over power and get out of the way. And our role is to support them to move forward, but we must hand over our power to the change makers and make them the ones who are driving the change by being at the center of it. Thank you. Merci, docteur. Et je voudrais vous dire à quel point la précision, la dernière précision était importante. Vous avez mis l'accent sur les différents aspects que nous n'avons pas, bien sûr, trop évoqués.
Et je voudrais donc vous dire que si vous souhaitez vous retirer, vous pouvez. Je vous souhaite un excellent voyage et à très bientôt. Je vais passer à une jeune, très jeune même, étant entendu qu'elle fait partie de cette jeunesse que le professeur Awa Michael Seck met en exergue depuis plusieurs années à travers Galien Afrique. Nous avons Dr Duroger et Viviane Tibera Oké. Elle nous vient du Bénin. Elle est médecin et fondatrice de l'application L. Donc elle va nous dire qu'est-ce que c'est que L. Donc je précise L-E majuscule 2-L-E-S. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création de L? Pouvez-vous nous raconter un peu quel est le parcours de L et puis quel besoin précis vous a inspiré cette création de L? Et puis L, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Avant de commencer, je voudrais que vous me permettiez de remercier professeur Colsec pour cette opportunité qui m'est donnée, pour le modèle d'inspiration qu'elle est en tant que femme leader africaine pour une jeune femme africaine comme moi. Je voudrais également, I would also like to acknowledge the role that Dr. Gitan has played. When I was a fourth-year medical student in Kenya, he has really inspired me. Alors, je n'étais pas dans mon histoire destinée à devenir médecin. Je voulais devenir ingénieur dans les énergies renouvelables parce que je voulais résoudre le problème du délestage dans mon pays, le Bénin à l'époque. Et celle qui m'a convaincue, c'était ma mère, en me disant que tous les médecins ne soignent pas forcément au lit du malade, qu'il y en avait qui étaient là pour contribuer à résoudre les problèmes du système de santé. Mais je n'avais pas conscience de l'étendue de ces problèmes-là. En 5e année de médecine, j'ai été profondément marquée par un cas. C'était une fille âgée de 16 ans qui était venue, elle saignait accompagnée de sa mère, et sa mère nous disait en langue locale, « Mirouin Vichegan », ça veut dire « sauver ma fille ». Malheureusement, pour sauver la vie de cette fille, l'équipe médicale a dû lui retirer son utérus parce qu'elle avait eu recours à une manœuvre d'avortement clandestin qui avait endommagé son utérus. Alors, pour une jeune femme qui voulait apporter sa part pour le changement au XXIe siècle, je ne pouvais pas accepter être une simple spectatrice et voir ces cas-là défiler vers moi. Par exemple, que le traitement du paludisme grave soit gratuit dans mon pays et que cela soit la première cause de décès des enfants de 5 ans, il y avait le besoin d'agir. J'ai connu la dépression, j'ai fait le burn-out, c'est ce qui m'a même amené à me coiffer. Et là, il fallait que je me reconnecte à mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis en médecine? Alors, c'était pour travailler, en fait, à impulser, à travailler sur des solutions qui permettent de faciliter l'accès aux services de santé pour les filles et les femmes. Et si les filles et les femmes ont cette pleine autonomie sur leur santé, elles peuvent alors impacter leur communauté. C'est ce qui m'a amené à créer Elle, qui est une application mobile qui permet aux femmes africaines de pouvoir suivre leur cycle menstruel. Et sur ce suivi du cycle menstruel, nous ajoutons les fonctionnalités de rappel par rapport à l'autopalpation du sein chaque mois, au check-up régulier qu'il faut faire en tant que femme, et nous les permettons de faire de la téléconsultation avec 15 différents types de professionnels de santé spécifiques à la santé des femmes. Donc, au-delà du Bénin, c'est une application qui a été téléchargée dans d'autres pays, et nous utilisons également les technologies hors ligne pour pouvoir toucher ces populations-là et des actions communautaires. Donc voilà un peu moi, mon histoire, mon parcours et ce que je peux dire. Merci. Je pense que cela mérite des applaudissements. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire devant tant d'engagement, tant de détermination et surtout tant d'humanisme? C'est ce que j'ai ressenti dans la création ce qui a motivé la création de Elle. Alors la deuxième question, nous allons faire la même chose. Selon vous, comment les innovations comme elles peuvent contribuer concrètement à la souveraineté sanitaire de l'Afrique, non seulement dans l'offre de services, mais aussi dans la production de connaissances, le leadership dans la recherche, développement et sciences? Merci beaucoup. Alors pour moi, il y a un mot qui est clé quand on parle du secteur de la santé, c'est l'intersectionnalité.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre les problématiques de santé rien qu'en étant scotché sur le secteur de la santé. Donc, l'approche que nous avons utilisée avec elle, c'est vraiment une approche participative avec les femmes, les communautés elles-mêmes, qui ont designé au fur et à mesure les services que nous avons dans l'application. Donc, quand nous avons créé l'application, nous sommes partis vers les communautés après le feedback et nous faisons des focus groups, des enquêtes communautaires et nous traduisons les résultats de ces enquêtes communautaires-là en fonctionnalité dans l'application pour leur permettre de pouvoir répondre aux services. Aujourd'hui, nous avons par exemple un défi qui est sorti des résultats de ces enquêtes communautaires-là, c'est que les femmes demandent à accéder à travers l'application à des centres de santé ou des points d'offre de services de la santé où leurs secrets seront gardés. Et là, c'est ce qui est vraiment important quand on utilise cette donnée-là pour en construire quelque chose. Au-delà de cela, c'est comment est-ce que nous utilisons cela comme un moteur d'opportunité pour ces femmes. Donc, comment est-ce qu'à travers ces applications-là, elles peuvent avoir accès à des opportunités? Comment est-ce que ces applications-là fédèrent ce que font d'autres femmes, par exemple, Nissa hier, Nissa Pad, qu'on puisse avoir ces serviettes hygiéniques-là à travers cette application? Et pour finir, comment est-ce que nous utilisons les données de cette application-là en plaidoyer auprès des autorités locales et nous les intégrons dans les politiques nationales de santé de telle sorte que les voix de ces femmes-là, leurs besoins puissent être entendus pour adapter au fur et à mesure nos politiques nationales de santé. Merci. À ma qualité de ministre-gouverneur, je suis donc en milieu rural, juste une question qui me vient à l'esprit comme ça assez rapidement. Est-ce que les femmes du milieu rural ont accès à cette application facilement? Alors, merci Madame la modératrice. L'application est disponible avec 11 mégaoctets. C'était une bataille avec ceux de la tech pour rendre cette application-là le plus léger possible. Cela suppose qu'on a un téléphone Android. Oui, au-delà de cela, nous menons en place des actions communautaires. Personnellement, je suis originaire de la cité Lacus de Gambier au Bénin. Et quand on parle de Gambier, c'est inégalité de genre. On voit Gambier comme la cité touristique, mais en matière d'éducation, les grossesses précoces, être une fille de Gambier et avoir un doctorat m'impose une responsabilité sociale de construire des solutions adaptées à ce milieu. Donc nous allons dans les communautés, nous sensibilisons, mais aujourd'hui nous sommes en partenariat avec un groupe de téléphonie mobile, MTN, pour utiliser les technologies en ligne pour atteindre ces femmes-là. Le défi que nous avons, c'est comment est-ce que nous sommes soutenus pour intégrer les langues locales. Parce que je ne parle pas toutes les langues du Bénin. Et pour ces fonctionnalités en ligne, même avec les codes USSD, il faudra préenregistrer ces messages vocaux-là dans les différentes langues locales de ces localités-là. Et c'est là que le défi est. Mais nous avons des gens qui sont là et nous espérons qu'ils pourront nous accompagner à réaliser cela. Merci. Merci pour votre réponse et je pense qu'il y a des personnes dans la salle sûrement qui vous ont entendu et qui vous permettront d'aller jusqu'au bout de votre engagement. Alors, je vais passer maintenant la parole. Mon cher ami à côté, vous allez voir comment les hommes se débrouillent dans cette affaire-là. Donc, Nicolas, je te mets au défi de faire mieux que moi. Tu as la parole. Merci à ma chère présidente pour la modération réussie. Maintenant, je vous invite à écouter ce que les femmes en Afrique offrent de meilleur en matière de leadership scientifique. Et avec le Sénégal et avec l'Ouganda, et je vais commencer par le Sénégal. Donc, professeur Fatou Samba Ndiaye, elle a tout un CV qui peut nous prendre la journée, mais je vais juste dire 2 mots. Elle est présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Elle est chef du service d'hématologie clinique au Centre hospitalier national d'Alal Jam. Et je pense qu'elle est la première femme en Afrique à avoir fait une greffe de la moelle.
Donc, on ne peut pas trouver mieux. Et donc, Madame la professeure Fatou Samba Ndiaye, en quoi l'implication d'associations de femmes médecins peut-elle inspirer et renforcer la place des femmes dans les sciences et la recherche et ainsi contribuer à une souveraineté sanitaire plus inclusive? Vous avez Merci. la parole, 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, madame la modératrice. Permettez-moi de rendre hommage à une dame qui est le professeur Eva Marie Colsec, ici présente, qui nous inspire, qui nous a beaucoup inspiré parce qu'ayant été mon premier ou ma première chef de service quand j'ai été interne des hôpitaux de Dakar à l'époque, c'était en 1997. Une autre manière de lui rendre hommage, c'est qu'elle, avec ses amis, ont été les premières à créer l'Association des femmes médecins du Sénégal en 1990. En 90. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question posée, effectivement, l'implication d'associations de femmes médecins joue un rôle déterminant. Un rôle déterminant dans la transformation des systèmes de santé et dans la promotion d'une souveraineté sanitaire réellement inclusive. Leur contribution se manifeste à plusieurs niveaux. C'est d'abord des modèles et elles sont inspirantes. J'en veux pour preuve mon maître, le professeur Eva, qui est ici assise. La présence visible des femmes médecins engagées dans la recherche et dans la gouvernance sanitaire permet aux jeunes filles et étudiantes de se projeter dans des carrières scientifiques. Elle brise des stéréotypes associés aux métiers médicaux et scientifiques. Elle montre que leur leadership et l'excellence scientifique peuvent aller de pair. Deuxièmement, c'est la production d'une recherche plus représentative et beaucoup plus pertinente. Plus pertinente, plus représentative. Pourquoi? Parce que les femmes médecins universitaires représentent 30%, malheureusement, 30% de l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au niveau de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on est aux alentours de 23-25%. Tous les corps confondus, on est entre 21, 22, 23%. Le reste, c'est les hommes. Malheureusement, je vais dire malheureusement, pourquoi? Parce que dans les domaines liés à la santé maternelle, par exemple, reproductive et communautaire, elles sont des portes d'entrée parce qu'elles amènent des questionnements et des perspectives souvent négligées par des équipes qui sont exclusivement masculines. On se rend compte que la diversité dans les équipes de recherche améliore la qualité des données et la pertinence des politiques de santé. Les priorités de santé des femmes et des enfants deviennent visibles et donc peuvent être mieux prises en charge. Troisièmement, en quoi faisant? Par la promotion du leadership féminin dans la gouvernance sanitaire. Alors, les associations de femmes médecins comme la nôtre créent des espaces de renforcement de capacités. C'est le mentorat. Depuis quelques années, nous avons mis en place le groupe des PREFEMS, c'est-à-dire les étudiantes en médecine des 5 universités du Sénégal, que nous avons regroupées dans un groupe. Elles sont plus de 350 et on est en train de leur donner des notions de mentorat, de leadership, pour qu'elles aussi, plus tard, qu'elles puissent éclore et puis participer aux décisions stratégiques. En renforçant leur présence dans les instances de décision, les femmes médecins contribuent à des choix de politique sanitaire et qui prennent en compte des besoins de toute une population, pas seulement ceux d'une catégorie. Et puis enfin, il faut dire qu'elles contribuent à la souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire vise la capacité d'un pays à définir ses priorités de santé, à produire ses propres solutions. Les femmes médecins y contribuent en développant des projets qui sont innovants. Nous sommes en train de participer dans le cadre plutôt de 3 CAP Santé, qui est la plateforme que l'on appelle le cadre de concertation et de coordination et d'action de plaidoyer pour la santé. Nous sommes en train de nous étendre à l'intérieur du Sénégal en formant les organisations communautaires de base, les organisations de la société civile, pour
que cette population-là, à la base, puisse avoir une bonne gouvernance de sa propre santé, en sensibilisant sur les cancers également, les cancers des femmes, le col de l'utérus. On est toujours dans le mois d'octobre rose. Nous sommes en train de dérouler toutes nos actions pour que la vaccination contre le virus papilloma, c'est-à-dire HPV, puisse être vraiment atteindre ces objectifs de l'OMS 90% et qu'on n'assiste plus à ces cancers du col de l'utérus auxquels que l'on rencontre depuis des années. Voilà en résumé ce que nous, les femmes médecins du Sénégal, sommes en train de faire, entre autres, en disant on essaie d'appuyer à la politique nationale de santé de notre pays. Merci. Merci beaucoup pour cet engagement, pour faire ruisseler ce leadership à la jeune génération à travers toutes vos actions au niveau académique et au niveau communautaire. J'ai déjà dit, vous êtes la première au Sénégal à avoir réussi une greffe de moelle. Selon vous, quelles conditions en matière de recherche, de financement, de coopération et de formation des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques doivent être réunies pour que de tels exploits deviennent la norme en Afrique pour une souveraineté sanitaire africaine? Alors, pour répondre à la question, je vais dire que la réussite de la greffe de moelle osseuse au Sénégal et, on va dire, en Afrique de l'Ouest francophone, illustre une vérité fondamentale. Le manque de ressources humaines n'est pas synonyme de manque de compétences. Les compétences sont là. Il faut juste qu'on ait ce qu'il faut, l'arsenal qu'il faut pour mieux penser notre système de santé. Et pour que cette réussite soit perçue comme un événement exceptionnel, il faut créer un environnement systémique propice à l'innovation scientifique, à la recherche locale et à l'égalité d'accès aux STEAM, c'est-à-dire les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Alors, on pense qu'il faut renforcer la recherche et l'innovation dans les infrastructures, par des infrastructures qui sont adaptées. Et il est essentiel de doter les centres hospitaliers de plateaux techniques modernes. Ce n'est pas un luxe d'avoir un plateau technique moderne. On se bat pour que dans les coins les plus reculés du Sénégal, qu'on ait au moins le minimum. Et notre maître ici présente l'a toujours fait, elle s'est toujours battue pour que tous les centres de santé, les hôpitaux de niveau 2, 1 et 3 aient au moins une radiologie pulmonaire, au moins. Je ne parle pas des niveaux 3 et 4. Je me rappelle que c'est elle qui avait, avec à l'époque l'ancien président, inauguré le centre hospitalier d'Al Djamou, et elle était tellement enthousiaste parce que c'était elle-même qui nous avait choisi pour aller au niveau de l'hôpital d'Al Djamou. À l'époque, je ne voulais pas y aller, je me disais que c'était en banlieue. J'ai toujours connu Dantec pendant des années, et elle a tout fait pour voir comment ce nouvel hôpital qui était là, construit depuis des années, soit ouvert et qu'elle puisse envoyer des gens qui vont s'occuper de la santé de la population de la banlieue, pas de ceux du centre-ville. Et on s'est rendu compte que les patients qui fréquentaient l'hôpital d'Al Djamou habitaient la banlieue. Et ce sont là ces personnes-là qui venaient jusqu'en ville pour aller se faire consulter. Et donc, cette priorité qu'elle en avait faite à l'époque nous a montré qu'il fallait qu'on l'accompagne davantage pour l'appuyer dans le cadre de la politique nationale de santé. Et donc, elle a tout fait pour qu'on ait un plateau aux normes. Ça, c'est le premier point. Moderniser nos infrastructures, moderniser nos hôpitaux. Ce n'est pas un luxe, encore une fois, pour un hôpital d'avoir l'IRM, d'avoir le scanner, d'avoir tout ce qu'il faut, parce que le médecin, le malade en a besoin, il a droit à une bonne santé. Et pour cela, il faut de bonnes infrastructures. Il faut également mettre en place un financement durable, national et africain. Le centre de greffe de moelle osseuse que nous avons ouvert est
exemples typiques que ce centre peut gérer tous les patients de la sous-région ouest africaine. C'est de cela dont on a besoin, avoir des centres de référence pour nous autres Africains et que ces centres puissent nous permettre d'avoir accès à des soins et des soins de qualité. Il faut coopérer, mais dans le sens de partenariat équilibré. La coopération internationale, à mon avis, doit évoluer, passer de la logique d'assistanat à une logique de co-construction. C'est ça qui est primordial. Privilégier les partenariats d'égal à égal, avec partage de savoir et non seulement transfert de technologie. Nous pensons qu'avec ces items-là, on pourra valablement penser que la santé n'est pas un luxe, mais c'est un droit finalement. Je vous remercie. Bravo, bravo. Je ne saurais dire plus que ce sont ces modèles de femmes qui inspirent la jeune génération et je suis sûr que votre leadership va déteindre un peu dans la sous-région pour que demain l'hématologie clinique soit un chantier ou un champ de sauvegarde de la santé de notre population, étant donné que nous avons commencé avec les maladies infectieuses, mais nous sommes en transition épidémiologique où aujourd'hui, les maladies non transmissibles représentent un défi majeur et c'est pour cela, avec les maladies nutritionnelles, on dit que l'Afrique ploie sous le triple poids de toutes ces maladies. Et donc, vous êtes le champion pour les maladies non transmissibles et soyez inspirés, la jeune génération, à vous rejoindre pour augmenter les capacités d'offre de services. Let's turn now to Uganda. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Afrique, on dit que l'Ouganda, c'est la perle de l'Afrique. Je ne sais pas, elle va nous expliquer pourquoi on dit que l'Ouganda, c'est la perle de l'Afrique. Mais déjà, sa prestance et sa présence sur scène vous expliquent en quoi l'Ouganda est la perle de l'Afrique. Elle est professeure de santé publique, Rhoda Wanyenze. Elle est doyenne de l'école de santé publique de l'université de Makerere et elle est experte en politique, système de santé et bien sûr chercheur. On a à peu près le même profil. Si on lit nos deux CV, à part que les femmes... En milieu de femmes, il essaie de se positionner. Professeur- On a tous compris. Professor Wanyenze, how do you perceive the current place of women in science, technology, engineering, and mathematics, particularly in health research in Africa? Thank you for the kind introduction, and thank you, Professor Awa Mariko Kolsek, for organizing this. I just wanted to start simply about the space of science and innovations and how this transforms our lives, our current lives, future, whether it's health and well-being, whether it's other technological transformations that will lead to health, economic security and other issues. But even just the spaces that we are in, and just for each of us to reflect, have you been in a space and wondered who was behind the design of the product you're using? Who was on this team? I'll give you examples. Every time I go to a boardroom, I'm struggling to find where to put my bag. I started buying little clips that I put on the table so that I can hook there my bag. And I've always wondered, the team that designed boardroom furniture, does it have women? I just think it would be different if the people that designed this furniture just thought about where to place a bag.
when you are in the boardroom. Have you been to a bathroom and you're wondering, where do I hook my bag? Some of them you can actually enter and you just know, this person had a woman in mind. This person just never thought about a woman. I have been to an office where I wanted to warm something to eat, and they showed me the pantry, and then they showed me where the power outlets are, the sockets. They were down, literally. You have to go on your knees to actually get to access this power. And then I just thought, okay, whoever designed this space has never cooked. So if you think about anything as simple as that, in terms of technology, innovations, the design of the space that we use, if you think about the person that designed seat belts in the car, did they think that a pregnant woman is supposed to drive? And how can you be made comfortable while you're also protected? So every time I enter these spaces, I'm thinking, before I even come to medicine and healthcare, that it is so important to have a team that is representative when you're thinking about which questions to answer, which innovations, even just altering the products that we use. And when I think about it, I think that it's not a favor, it's actually useful even to the designers, because then you're able to ensure that you're more responsive to the needs of the users of your products, no matter what they are. So when you think about it with that lens, you actually see everywhere you go, you can tell who was on the team and who was not on the team when these issues were designed. I think that is really the space of women. If we are going to design products that can be responsive, if we are going to generate evidence and solutions that are responsive to the needs of our society, we need to have it inclusive. And there is a space for women in being part of that. And there is a way women also do bring up the experience, the expertise, whether it's dealing with issues of health products, vaccinations, and it doesn't just have to be, right now we are talking about sovereignty in terms of whether it's diagnostics, therapeutics, or vaccines, but there's also social innovations up to the community level, altering systems, service delivery models. Who designed certain models? Some are intended to actually be good, but then they become a problem for the women. For example, when we talk about male engagement, I've always asked people in health, what does it truly mean and how are men engaged? Does it mean I have to ask him to come? And if I don't ask him to come, then you can't see me quickly. I have to wait longer. So it's like a double punishment. I can't get him to come, but you're punishing me for that. So sometimes I question a lot of the research, a lot of the policies. And that, to me, emphasizes why we need women, and not just women in the boardroom, but women up to the grassroots when we are thinking solutions. Having women in the workplace, in a way, also research breaks stereotypes, because people expect to find women in certain places and not in others. And having us there makes a difference in terms of showing that, yes, women can be here and women can make a difference. For me, when I became a dean in my school, we had never had a female dean or even a head of department. All my heads of department were men. And I could see the environment was different when we started creating this ship, which for me was very deliberate. Right now, all my heads of department are women. And I hope that we shall create the balance. But I can tell you there is a difference in terms of the level of detail, the scrutiny, and everything else that comes on the table, and the quality of the decisions that we make. Within research, women bring in a lot of detail in terms of paying attention to procedures, compliance issues. Women are really, truly detailed, but especially in terms of also thinking through broadly how we conceive the research questions and making sure that whatever we do has the gendered differences that we need to pay attention to in healthcare. There's the issues of role modeling and opening up space so that we can have more women.
So having women in science is truly important for us to be able to reach those quality decisions, efficient and effective interventions in healthcare. In terms of thinking through when and how we need to involve women, I think we have for a long time talked about women as participants when it comes to research, but also women as research assistants. They make good research assistants, right? But we need women too as leaders for the science, as principal investigators, and women leading academic and research institutions. We are really doing badly, even with the increasing number of female students. In many medical schools right now, for example, we have about 50-50 men and women, but who is leading the medical schools predominantly remains men. That makes a difference. And that too applies to the research groups, especially big research networks across the continent. They have remained predominantly led by men. Recently, about 2 years ago, we actually did a landscaping of involvement of women in leadership in academic institutions within the East African region, and I was the lead for that work. I was very interested in finding out what exactly is happening. Whereas we knew men were in charge, it was shocking for me looking at the figures. And we looked at 35 universities. We did a deep dive in 7, the largest universities in each of the countries. All of them had male vice chancellors. And almost all of them had only deputy vice chancellors who were men. Only one had one that was female. Of course, later, one of the 7 changed and they've had their first female vice chancellor. But it was really skewed. And as you go higher, you lost all the women. And that is not an environment where we should be training female researchers, whether it's in health sciences or other areas of technology. It was worse when we looked at what was happening in veterinary and in engineering. So we still have a big problem, and we need to break these stereotypes if we can truly give that space to the women to be part of designing solutions for our environment, for our boardrooms, the vehicles that we drive, and every tool that we are using in healthcare as well. Thank you. Merci beaucoup à professeur Rhoda Wanyenze qui a couvert toutes les questions que je souhaitais lui poser. Et vous aurez reconnu tout le leadership qu'elle distille dans toute l'Afrique de l'Est et même au-delà. Je sais que personnellement, l'université Joseph Kizerbo au Burkina collabore avec son université dans le leadership pour l'élimination du paludisme. Elle sait ça et on collabore très bien sur d'autres aspects. Donc, retenez que la femme, quand elle est au devant des choses, est meilleure que les hommes pour construire les solutions les plus pertinentes pour rendre la vie plus facile les uns pour les autres. Très bien, on a normalement des gens en virtuel. Je ne sais pas si les organisateurs peuvent nous dire qui est en virtuel. Il y avait l'Égypte. Normalement, docteur Abla El Alfi d'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces personnes sont en virtuel? Alors, ce que nous allons faire, en attendant la confirmation. L'Égypte est connectée? L'Égypte est connectée? Elle est connectée? Okay. Très bien, d'accord. Donc, on attend peut-être de voir sur l'écran. Docteur Abla. Can you hear me? Okay. Bonjour, docteur. Okay, great. Voilà, alors vous êtes vice-ministre de la Santé et de la Population de l'Égypte. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce panel. Et ce que nous souhaiterions retenir de vous, c'est que, en dehors de ce parcours exceptionnel que vous êtes pédiatre et néonatologiste égyptienne, et vous êtes vice-ministre de la Santé et de la Population,
est présidente du Conseil national de la population à l'Égypte. Mais je voudrais dire également que vous êtes reconnue comme une pionnière du développement sanitaire intégré et de la valorisation des femmes en santé. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Ah, vous I do. m'entendez? Très bien. Yes, I do. Alors, je voulais vous demander la première question. L'Égypte a mis en œuvre plusieurs programmes nationaux pour l'autonomisation des jeunes femmes et de la santé familiale. Quel enseignement dans cette matière pourrait être transposable à d'autres pays africains? Vous avez 5 minutes. 5 minutes, please. Okay, thank you very much for inviting me. And really, I'm sorry not be able to be in person with you in the conference. Actually, I would like to go through Egypt's experience that compared deep in women empowerment. Egypt doesn't consider women empowerment as a standalone issue, but it is a state commitment and a national developmental plan. Egypt have set a new model of having family empowerment from individuals to family-centered empowerment. In 2022, our national program for development of the family and the Egyptian family, and we have launched the presidential initiative, the Golden 1,000 Days for Family Development. Both of them refine the empowerment of mothers at the center of empowerment of the Egyptian family. This empowerment also went in 3 dimensions. One of them is the legal reform to guarantee rights. The second one is the economic inclusion to sustainable livelihood, and the social transformation to change mindset and gender norms through one-to-one counseling and training with absolute privacy. In the legal and social reform, actually, we had a lot of laws to protect the young women rights. One of them was the Khul'a law in 2000, which guarantee women the right to initiate divorce. The second is child marriage law that outlaw with a strict penalty for enforcement. The labor law now ensure paid maternity leave and currently working for parental leave as well to support mother during the perinatal period, in addition to protection from dismissal and equal payment for female and male. The compulsory education now extends through secondary level to have dramatic improvement in girls' enrollment in schools. We had a very important law to enhance penalty against FGM and early marriage. In addition, the economic empowerment of ladies was very important. We reached to over 2 million women by the National Program for Development and Family Planning. And also, we had Haya Karima, which means Decent Life Initiative, which transformed 4,500 villages, improving the infrastructure, health, jobs, with very strong focus on women's economic participation. Tahwisha Digital Saving Program helped rural women to save groups via mobile banking, and we could help 400,000 to save up to 15 million Egyptian pound and launch around 11,000 micro projects. The financial inclusion and empowerment helped up to 20 million women to have to overcome the financial illiteracy and train them for digital upscaling.
Actually, with this, we focused on social transformation to change the mindset regarding through the collaboration between Ministry of Health and the National Population Council, focusing on maternal and child health services, reproductive health and education, national programs for nutrition, and we created a very important form of one-to-one counseling throughout all the primary health care centers and the hospitals to help to change minds of ladies and to help them for changing their behavior in the reproductive health and have the spacing of pregnancy 3 to 5 years built on the rights of every child in his best rearing in his first 1,000 days. This model, Egyptian model for empowerment of the Egyptian family and the mother at the center of this family won't work without governance and sustainability. And actually in Egypt, the best model that we have, the political will and all the work of the National Council for Women, the National Council for Motherhood and Childhood, and the National Council for Population are all under direct supervision of the President of Egypt. And the First Lady of Egypt have launched 2 important initiatives under the name of Noura and the DOWI, which focus mainly on the young girls and securing the rights in education and the best informed choices and in their long future decision. In conclusion, I would like to say that Egypt's message to Africa is simple but powerful. Empowerment must be comprehensive, institutionalized, and collective. By linking women's empowerment to family stability, economic inclusion, and national development, we can build a continent where every woman and every family become a partner in African sustainable future. Merci beaucoup. Over. Nous notons que beaucoup d'actions sont menées en faveur de la population et contre les mutilations génitales, ce qui fait de l'Égypte un modèle dans le changement des mentalités et surtout de la bonne gouvernance. Mais j'ai quand même une question. Nous sommes à Galienne, Afrique, depuis maintenant 3 jours. Des jeunes, les femmes s'expriment aujourd'hui, les jeunes se sont exprimés. Et je voulais juste vous demander si vous deviez formuler un appel à l'action pour le Forum Galienne Afrique, quelle serait votre priorité pour faire avancer la cause de la valorisation et du leadership féminin sur le continent? Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais de façon spécifique, un appel pour le Forum Galienne Afrique. Merci. Thank you very much. Actually, I would like to call for action which include a short-term and a long-term one. The short-term one will invest and optimize the capability of all what we have available, supporting the women in best legislation, governance, and finance. In the short term, we need to invest in women at different levels, scientists, health leaders, move from advocacy to institutionalized action, create African fellowships for women in research and in policy leadership, then institutionalize gender equity in governance and financing, and finally, we need to work for sovereignty through inclusion. Actually, in Africa, 75% of African women work in healthcare, but yet only 25% occupy leadership position. This imbalance is constraint for innovation, resilience, and self-reliance. When women's voices are absent from decision-making, the full potential of African talent and integrity remain untapped. Then we need to work to create Pan-African network for women in health, science, and innovation. And really, I like to see
a panel or a network from women to women. We need to see the leaders of African women, the first ladies, the ministers, the deputy ministers, supporting the young women and supporting the other women to take their challenge throughout their way to leadership in Africa. Also, we love to have African fellowships for women in research and policy leaders. We need to have a pipeline of trained, confident, visionary women leaders through structured fellowship exchange program and leadership academies. We can equip young professionals with knowledge and network needing to influence research, government, and innovation. But in the same time, I would like to raise the long-term call for action. If we start from now and capitalize on each single pregnancy, where a girl baby or a boy baby are going to be born, we need to start from premarital preparation to their 1,000 days and next 1,000 days. That is their early childhood. We need to rear our children, male and female, hands in hand, with equity, high self-esteem, save 95% of their health, cognition, education, nutrition, positive parenting, and capability, innovative power, and creativity. This will lead to future healthy longevity. Really, raise these children believing in each other, supporting each other, and hands in hand with each other. Let them head to head at school, university, and work with equity, maximum support, and respect. Insert the healthy belief that family is a man and a woman, and that stable and well-informed family is the foundation for a healthy, psychologically stable children and nation. Family where an educated woman is the backbone and the axis of the family stability and the nation future. Let us implant equity, stability from premarital to end of early childhood and beyond. At that time, let us count all the numbers of children who really will fly and how much we reduce on children maltreatment, poor health, poor cognition, and build the leaders of Egypt, of Africa 2063. Africa that everybody living in Africa want. Start by the golden 1,000 days and the next 1,000 days. I hope that Africa all will start with the early childhood to build the future of the country, of the continent. Thank you so much, docteur. Thank you so much. Je voudrais qu'on puisse applaudir docteur qui nous a... Abla qui vient de nous parler un peu des différentes avancées et du leadership que prennent les femmes donc en Égypte. Elle vient juste à l'instant également de nous donner son l'appel qu'elle lance donc à Gallienne Afrique pour pouvoir justement améliorer les différents aspects et la charge que Gallienne Afrique s'est donnée de faire la promotion du leadership des femmes dans le domaine de la science, de la médecine, des mathématiques et bien entendu, j'allais parler aussi de quelque chose qui est très important, c'est la place, comme l'a expliqué tout à l'heure notre fille, la place qu'on accorde aujourd'hui donc à nos jeunes par rapport donc à leur implication dans le digital. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, docteur. Et nous allons passer maintenant à nos invités spéciaux. Alors, je vais passer la parole à Madame le professeur Fatou Bintou Sarr, qui est là. Est-ce qu'elle peut avoir un micro, s'il vous plaît? J'ai de la réverbération. Est-ce qu'il y a de la place? Il y a une place là, peut-être. Venez là, je pense que ce serait bien. Ensuite, il y aura le professeur Maguette Gaïsako. Maguette. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a une place. S'il n'y a pas une place, vous prendrez le micro. Il y a une place? Très bien. Voilà, parfait.
Ensuite, on nous a annoncé le professeur Olufun Milayo Fawole. Je pense qu'on va lui poser la question sur place. Voilà, tout à l'heure. J'ai un peu la lumière dans les yeux. Voilà. Alors, on va juste poser la question au professeur Fatou Bintoussa, directrice de l'innovation et de la recherche à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et juste vous demander, professeur, comment l'université Iba Der Thiam de Thiès intègre-t-elle l'innovation scientifique et technologique dans la formation et la recherche pour répondre aux besoins prioritaires de santé en Afrique? Alors, nous avons bien géré le temps. Vous avez 3 minutes, voilà, pour vraiment nous donner votre réponse. Ensuite, Nicolas se chargera donc de passer la parole au professeur Olufum Milayo tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, je reviendrai à professeur Magat Gay pour la deuxième question à nos invités spéciaux. Take a floor, please. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais d'abord remercier Madame la Présidente, professeur Awa-Marie Kolsek, et le comité d'organisation, au nom de Monsieur le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, d'avoir associé notre institution à cet très important événement. Alors, au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, on est bien conscient que la recherche et l'innovation scientifique sont vraiment des moteurs de développement. Et concernant les problèmes spécifiques de la santé, nous avons à l'Université Iba Der Thiam de Thiès l'UFR des sciences de la santé de l'Université Iba Der Thiam de Thiès qui forme des médecins, des pharmaciens, du personnel paramédical, plus particulièrement des sages-femmes et des infirmiers. Et dans le cadre du service à la communauté, ces étudiants sont souvent à l'intérieur de la région de Thiès pour aider les populations à avoir accès à des soins auxquels ils n'ont peut-être pas forcément accès, notamment dans certaines zones reculées de la région de Thiès. Et la présence de cette UFR des sciences de la santé a relevé le plateau technique de toute la région de Thiès, puisque nos étudiants sont présents dans tous les hôpitaux de la région de Thiès, mais même dans des structures de niveau plus faible, c'est-à-dire les centres de santé, etc., où les populations ont maintenant accès à des soins de qualité. Et même pour les populations vulnérables, comme celles qui sont en milieu carcéral, ou des populations plus particulières qui ne sont pas en mesure de se déplacer, nos étudiants vont vers ces populations pour essayer de les aider à avoir accès à des soins particuliers. Et sur le plan de la recherche également, l'UFR Santé a fait des choses extraordinaires, notamment sur le plan du paludisme, où Thiès, l'Université Iba Der Thiam de Thiès, est un hub en matière de lutte contre le paludisme à travers tous les projets qui ont été menés par le professeur Jean-Louis Abdourahim Ndiaye, qui vient de nous quitter récemment et auquel je rends un hommage appuyé. Alors, nous avons également une école doctorale pluridisciplinaire où il y a le pôle sciences de la vie et de la santé, où nous avons également de nombreuses thématiques de recherche qui sont pour la résolution des problèmes de santé au niveau du Sénégal, mais au-delà, même dans la sous-région, à travers des projets multidisciplinaires. Et l'université a mis en place un fonds qu'on appelle le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, qui est un fonds qui vise à impulser certains projets de recherche pour leur permettre d'accéder à des financements plus importants. Et dans ce fonds, plus de 80% des projets qui sont financés sont des projets qui sont en rapport avec la santé. Et également, dans le cadre de notre université, nous avons notre incubateur, qui est le hub accélérateur de compétences pour l'innovation et les technologies, où nous essayons de promouvoir les innovations, et notamment récemment, nous avons fait un hackathon avec Amref, qui visait à promouvoir des projets qui apportent des solutions à des problématiques de santé et qui sont basés justement sur la synergie des acteurs, avec notamment des projets qui mettent en synergie des informaticiens, des médecins, etc. Et je voudrais citer l'exemple d'une de nos collègues, le professeur Pauline Djoussé, qui est dermatologue et qui, avec d'autres collègues de l'UFR Sciences et Technologies, a mis au point une application qui permet d'améliorer le diagnostic des dermatos sur peau noire, parce que les applications qui existaient étaient surtout destinées aux peaux claires. Donc, un exemple particulier. Et donc, l'Université de Thiès soutient beaucoup. Et je ne pouvais pas terminer sans parler d'un projet qui s'appelle le projet Elevator,
qui inclut l'Université de Thiès et 3 autres universités sénégalaises et des universités du Nord, et qui sont basées sur le fait qu'on sait qu'il y a des difficultés pour les femmes en recherche liées aux stéréotypes, liées aux charges sociales auxquelles elles sont confrontées en plus de leurs charges professionnelles. Et ce projet vise à soutenir les femmes et à les aider en termes de renforcement de capacités, en termes de mentorat, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en termes de recherche et de carrière universitaire. Voilà les quelques exemples que je voulais donner pour l'université. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Fatou Bintoussa. Et surtout, toutes mes félicitations aux doyens de cette université, parce que mettre un fonds d'appui à la recherche dans une université, c'est extrêmement innovant. Et ça, vraiment, je voudrais qu'on le retienne plus et qu'on puisse l'applaudir. Merci infiniment. Je passe donc la parole au professeur Maguette Gaye-Sako. Elle est chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Idrissa Pouye de Dakar. Alors, en tant que femme, professeur Maguette Gaye-Sako, chef de service dans une spécialité aussi exigeante que la neurochirurgie, comment avez-vous réussi à vous imposer dans un domaine longtemps perçu comme masculin? Et quel message adresseriez-vous aux jeunes filles qui souhaitent suivre cette voie scientifique et technologique? Vous avez 3 minutes pour nous édifier, parce que je ne sais pas si vous avez entendu le petit rire de professeur Nicolas Méda. Donc, édifiez-nous, dites-nous quel est le message que vous faites passer pour attirer les jeunes filles dans cette discipline extrêmement importante. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier et féliciter d'abord notre maître, le professeur Eva-Marie Kolsek, pour l'organisation de ce forum, vraiment africain, mondial même, scientifique. Et toute l'équipe qui travaille avec elle, avec à sa tête notre maître aussi, le professeur Sek, le docteur Seynabou Badiakhate, nos consoeurs, et le docteur Daya Sissoko. Merci. Alors, comment ai-je fait pour en arriver là? J'ai l'habitude de dire qu'en réalité, je résume tout en 5 mots. C'est d'abord la passion, il faut le travail, la persévérance, il faut avoir confiance en soi et surtout la résilience. Pourquoi la passion? En réalité, je suis arrivée, j'avoue, en neurochirurgie par pur hasard. Moi, je cherchais à faire la neurologie. Je pensais que les traumatismes crânio-encéphaliques qui m'ont intéressée très tôt, j'ai eu à perdre une petite sœur très jeune, à l'âge de 13 ans, suite à un accident de la circulation routière. J'avoue que c'est ça qui a un peu motivé mes études médicales et qui m'ont poussé à m'intéresser aux neurosciences. J'ai atterri en neurochirurgie. J'ai eu la chance d'avoir vraiment des maîtres, et je voudrais, l'occasion m'est offerte de leur rendre hommage. Feu notre maître, le professeur Mamadou Gueye, qui était le premier chef de service, le professeur Youssoufa Sakho, le professeur Badian, le professeur Momar Kodeba, le professeur Ndaraou, qui m'ont quand même fait une place et qui n'ont cessé de me pousser. J'ai trouvé une dame qui était là-bas, feu le docteur Mam Salimata Diène, et je me suis dit, si une femme est capable de faire, pourquoi pas? Je serai la seconde. Et c'est comme ça. Donc, il faut d'abord, il faut savoir, il faut vouloir ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, mais surtout travailler. Travailler, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on nage dans une piscine, il faut savoir nager dans le même sens que tout le monde. Sinon, vous serez éjecté. C'est une discipline difficile qui demande quand même beaucoup de sacrifices, mais le point vraiment important, c'est qu'il faut aimer ce que l'on fait et se donner les moyens de réussir par le travail. La dernière question, que puis-je dire aux jeunes qui s'intéressent à cette discipline? Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Merci, Madame la modératrice. Merci, professeur Maguette Gaye-Sako. Alors, je pense que vous n'imaginez pas, professeur, vous avez caricaturé la femme. Dans ces 5 mots, c'est toute la personnalité d'une femme que vous venez de caricaturer, c'est-à-dire la passion. Les femmes font tout avec passion. Le travail, les femmes aiment travailler, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit même dans les ONG, que ce soit même dans le bénévolat, elles aiment travailler.
Ensuite, elles sont persévérantes. Lorsqu'une femme, comme on dit chez nous, attrape quelque chose, il faut la tirer pour l'enlever de là. Donc la persévérance. La confiance en soi, c'est très important. C'est un aspect qui est vraiment important et que l'on retrouve également chez la femme. Et bien sûr, cette résilience qui émane des femmes. Donc vraiment, je voudrais vous remercier et vous dire que si on prend toutes les femmes qui sont dans cette salle, tout ce que vous venez de citer se retrouve dans une femme et dans toutes les femmes. Je passe donc la parole au professeur Nicolas Méda qui va donc vous parler et passer la parole à la dernière intervenante de nos invités spéciaux avant que nous ayons la possibilité en 30 minutes de partager avec vous certaines de vos contributions ou alors questions. Merci. Merci beaucoup à ma co-modératrice. Dans tout ce travail des femmes, il y a quelque chose que vous nous laissez et je ne sais pas pourquoi. C'est le travaillement. Voilà. Please, Professor Fawole, can you come at stage? Okay. Because No. I have okay. Okay. Thank you very much. Professor Olufumi Layo Fawole is from Nigeria. She is director of the Office of International Program at University of Ibadan. Professor, how can international academic partnership accelerate research capacity in African university to drive innovation and health sovereignty? 3 minutes. 3 minutes. No, I will know even you do are it in more 2 passionate minutes. than all over here. But, No. 3 minutes. I'll do it in 2 minutes. So I would like to jump a protocol by acknowledging all the organizers and also thanking our moderators. And yeah, I'm doing. Can we hear? Okay. Okay. So I said I would like to acknowledge the organizers of the forum and also thank the moderators. And thank you also for that question because it's very, very important. It's one of the solutions to the challenges that we are experiencing in Africa, and that is what is preventing us from attaining sovereignty in Africa. So what I'm going to say here is that there's certainly the need to do cross-country or between state research and collaborations, because when we do this, we are doing work for Africa in Africa, and that is one of the way forward in solving all our challenges on the continent. If we do work for Africa in Africa, we'll be able to do or share knowledge. There will be knowledge exchange between countries. We'll be able to share best practices within or between countries. We'll be able to replicate successful models done in other African countries and do same without reinventing the wheel. And then we'll be able to implement evidence-based IT models, which we had some of our innovators share, and we found to be very, very useful. So this is one of the way forward for the continent. It will save us resources, it will save us cost, it will save us manpower. Having said that, there's a bit of that has been ongoing, and there's room to do certainly more. Following the COVID-19 pandemic, there was a lot of cross-country collaboration. I give example of the work done led by the Makerere University, but involving 3 other universities in Nigeria, including the University of Ibadan. I can't call that your university here, I can't call that, I can't pronounce it well, you know it's French. And a university in DRC. So we're beginning to get into it and do this work together. Also, I have been part of projects where we're training public health practitioners and public health students from other African countries, other West African countries, because it is recognized that some universities have more resources, have more experience, have more expertise than others, and this is being brought to fruit, it's being brought out to use to ensure that we're training and developing the capacity of
universities that are not as experienced, that are still new and are still evolving. We call them newer generation universities. So these are some of the ways to go, and these are some of the ways that would certainly help the continent moving forward. So in addition to this, small research projects, professional and personal development of staff, student exchange are some of the things we need to embrace so that we're able to exchange students, even professionals between universities within Africa. In that way, we're able to mentor, we're able to train, and we're able to build our capacity without using too much resources. So these are some of the things that I would want to put on the table for us to learn, and which we have already implemented and found to be useful, and would encourage us to use moving forward. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Thank you very much for the possibility that your university managed to link other universities through network to increase diversity and inclusivity of research in Africa. So let's turn to my chair for interact with the public. Thank you so much, my dear. Alors, comme vient de le dire le professeur Nicolas Méda, nous allons donc poser quelques questions, passer la parole donc à l'assistance. Si ce sont des contributions, je souhaiterais vraiment qu'elles soient les plus brèves et précises possibles. Et puis, si ce sont des questions, indiquez le panéliste, voilà, vers qui cette question est posée, puisque nous n'avons pas tellement le temps de refaire le tour. Et je voudrais donc dès maintenant demander à nos jeunes bénévoles s'ils veulent bien préparer les micros. Et la parole est à l'assistance. Qui souhaiterait poser une question ou apporter une contribution? Oui, indiquez, oui, je l'ai dit. Indiquez le panéliste, oui, je l'ai dit. Merci beaucoup. Je me nomme Madame Abibatou Silla. Je suis là en tant qu'invitée, présidente des femmes de la Confédération des syndicats autonomes, mais également enseignante. Nous nous félicitons beaucoup de cette activité, ô combien trop importante. Dans le cadre de l'élèvement vers le leadership, comme on a l'habitude de le dire, il est important de semer d'abord les bases. Et tout à l'heure, dans toutes les présentations, nous avons remarqué que le leadership se construit tout au fil des années. Mais dans le cadre de la souveraineté sanitaire, nous sommes des femmes travailleuses. Et n'oublions pas que nous sommes dans le mois d'octobre. Il est important que notre plaidoyer puisse porter sur ce que nous vivons, les maladies, les cancers de la femme. Et parmi ces cancers, nous le savons, le premier au Sénégal étant le cancer du col de l'utérus. Et j'interpelle Madame professeur Fatou Samba et autres professeurs du Sénégal. Il nous faut un plaidoyer fort, Madame, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, du ministère des Finances, de l'État en général, pour la gratuité du test HPV. C'est vrai, il est accompagné du PEV pour un certain âge jusqu'à 14 ans, mais au-delà, à partir de 15 ans et plus, il est important que cette gratuité soit de mise. Parce que si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, pour atteindre le taux de 70 à 80% de femmes dépistées, il est important que le test soit gratuit. Je ne suis pas du secteur, je suis enseignante, mais quand même, mon travail en tant que femme travailleuse me permet de défricher le terrain et de pouvoir partager et faire ce plaidoyer au niveau. Je vous remercie infiniment. Merci, Madame Abibatou Silla. Vous êtes à la plateforme qu'il faut pour faire ce plaidoyer, puisque Galien Afrique s'est donné cette mission de porter la voix des femmes partout. Alors donc, vous avez raison de solliciter cette gratuité. Deuxième intervenant.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Roxane Fian, chargée de plaidoyer et communication au niveau de Speak Up Africa. Et ma question s'adresse à Dr Viviane Oquet. Je l'ai écoutée avec beaucoup d'émotion. Et vraiment, je lui dis merci d'avoir partagé son parcours parce que ça peut nous permettre à nous autres de pouvoir nous engager dans la santé. C'était de savoir en tant que jeune innovateur, innovatrice dans la santé, quels sont les défis auxquels tu fais face et comment tu arrives à pouvoir te mettre plus en avant dans un secteur qui est rempli d'hommes. Merci. Merci beaucoup, Roxane. Nous allons prendre une troisième intervenante. Voilà. Et puis, les panélistes identifiés donneront donc leurs réponses. Est-ce qu'il y a un ou une troisième intervenante? Je vois que les hommes sont nombreux, mais il ne faut pas qu'ils soient mitigés non plus. C'est vrai. J'apprécie d'ailleurs la présence de tous ces hommes dans la salle qui viennent en soutien à cette réflexion sur le leadership des femmes en sciences, technologies. Plus personne, j'ai du mal à voir avec la lumière. Plus d'intervenants? D'accord, très bien. Donc, Viviane Oquet, Roxane vous a posé une question. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face dans ce monde d'hommes? D'accord, merci beaucoup. Alors déjà, quand j'avais pensé à elle, je n'avais pas les moyens de le mettre en œuvre. Le développement technologique coûte cher. C'est près de 3 millions pour une étudiante en fin de formation de l'époque. Et ce que j'ai fait pour mitiger ça au départ, c'est déjà de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'est comme cela que je me suis bâti une notoriété. Et petit à petit, j'ai été appelée en consultant ci et là. C'est comme cela que les premiers sous pour construire la solution, nous les avons eus. Mais le défi est réel en tant que jeune, en tant que femme, pour être accompagnée, parce que je ne suis pas du secteur de la tech. Aujourd'hui, on a une lead tech, mais lorsque vous ne montrez pas forcément des évidences, personne n'est prêt à vous accompagner. Mais on oublie qu'en tant que jeune, on ne peut pas venir avec des solutions parfaites. On a même besoin d'être accompagné depuis cette étape-là de conception. Mais aujourd'hui, nous avons déjà des milliers d'utilisatrices et nos défis sont d'ordre du développement technique et technologique. Je le disais tantôt, pour le développement des technologies en ligne, nous avons besoin d'être appuyés en ce qui concerne les langues nationales, de pouvoir développer nos autres fonctionnalités justement sur la santé maternelle pour le rappel de l'autopalpation, des consultations prénatales aux femmes, puisqu'on est dans une période de crise des ressources humaines de santé et que dans les structures de santé, les femmes n'ont pas toujours accès à ce counseling-là avant les consultations prénatales. Donc, comment est-ce que nous faisons ce counseling-là en amont déjà et permettre d'accroître le nombre de consultations prénatales après? Donc, pour développer ces fonctionnalités-là, nous avons besoin d'être appuyés. Nous avons besoin d'un appui communicationnel parce que c'est vrai que la solution a été adoptée dans d'autres pays sans grande communication. Donc, j'imagine l'impact que nous aurions pu avoir si, en termes de communication, nous avons pu être appuyés pour que davantage de femmes et de filles le savent. Et le défi final, c'est l'intégration dans les politiques nationales et régionales. Donc, il existe des centres de santé dans mon pays, le Bénin, par exemple, où le dépistage contre le HPV est gratuit et tout cela. Donc, aujourd'hui, nous voulons faire de elle un outil où nous accompagnons les politiques nationales. Vu que nous avons déjà un certain nombre de femmes en utilisant cet outil, nous pouvons les rediriger directement vers ces formations sanitaires-là où le dépistage peut être gratuit. Et je vais finir mes propos vraiment en remerciant Speak Up Africa qui m'a permis d'être ici et m'avoir identifiée en tant qu'une African Woman in Digital Health et me donne l'opportunité d'être dans ces espaces. Et j'espère vraiment qu'en parlant dans ces espaces, quelqu'un croira en l'initiative d'une jeune femme, d'une innovatrice pour accompagner pas que le Bénin, mais toute la région africaine francophone. Merci beaucoup, Viviane. Vous avez été entendue. Et je sais que la Speak Up Africa et Galienne vous donnent la plateforme qu'il faut pour pouvoir vous faire entendre parce que votre projet est innovant et surtout touche la femme de très près et c'est très important. En tout cas, bravo encore. Alors,
chers amis, je vais donc céder la parole à Nicolas qui va faire le résumé de ce que nous avons dit, mais également des différentes interventions des invités spéciaux. Donc, comme dirait l'autre, prêtez attention à Nicolas, voilà, parce qu'un homme va vous faire le résumé de ce que nous venons de partager avec vous. Et l'humble femme que je suis fera juste une petite conclusion. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je n'ai pas l'ambition de faire le résumé, mais surtout d'assurer les messages clés sur lesquels nous devons nous quitter et faire peut-être la feuille de route des forums maliens africains. Nous avons eu un panel très relevé avec des panélistes aussi brillantes les uns les unes que les autres. C'est tellement riche qu'un résumé serait trop fastidieux. Et donc, quel message clé retenir? Le leadership féminin en sciences permet de proposer des solutions locales, pertinentes et contextualisées. Vous avez entendu clairement la panéliste d'Ouganda dire comment elle s'est rendue compte que tout ce qui était construit, c'était certainement un homme qui ne savait pas toute la difficulté qu'ont les femmes à utiliser tel ou tel outil de cuisine. Et je pense que la neurochirurgienne aussi doit avoir certaines difficultés pour utiliser certains instruments pensés pour des hommes. Le leadership féminin est aussi une source de diversité des perspectives, de construction de réseaux pour rendre la science plus riche, plus inclusive et plus innovante. Le leadership féminin impose le rôle central de la femme dans l'amélioration de la santé de la famille, de la santé de la communauté et de la santé de toute la population. Le PDG de AMREF nous a largement instruits sur ça en prenant assise sur l'expérience que sa mère lui a enseignée. Le leadership féminin est un moteur de transformation de l'économie en pensant plutôt des produits qui conviennent et aux hommes et aux femmes. Le leadership féminin, à travers tous les professeurs qui se sont exprimés et tous les ministres qui se sont exprimés, est une source d'inspiration de la jeune génération. À travers ces leaders, la jeune génération sait que s'engager dans la science, dans la technologie, dans l'ingénierie et dans les mathématiques permettra d'amplifier l'apport des femmes dans la poursuite de la souveraineté sanitaire africaine avec des produits adaptés et contextualisés tels que ce que OK nous propose. Et je voulais terminer sur l'avenir du leadership féminin à travers OK comme représentante. Merci beaucoup. Je pense que c'est faible pour Nicolas. Merci infiniment à tous et à toutes. Et moi, en tant que présidente donc, de cette session, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce panel avec tous les panélistes ici présents et bien entendu mon binôme. Et vous dire que, en conclusion, qu'il ne peut y avoir de souveraineté sanitaire sans souveraineté scientifique.
Il ne peut y avoir de souveraineté scientifique sans une égalité de genre dans la recherche. Bonne réflexion à toutes et à tous. Je vous remercie.